Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un webcast pour la Fondation Mérieux sur le thème de la réactovigilance et de l'étude d'impact. Je suis le docteur Flavie Adair, je suis pharmacien biologiste dans les hôpitaux de Paris et je travaille également pour la Fondation Mérieux. Lors de cette présentation, nous allons voir dans deux parties différentes. Dans une première partie, la réactovigilance. On va voir sa définition, comment on va mettre en place cette réactovigilance et les conduites à tenir en cas d'une alerte de réactovigilance. Dans un second temps, nous verrons comment réaliser une étude d'impact et quand il faut la réaliser. À la fin de cette présentation, vous saurez comment expliquer l'importance de la réactovigilance, définir son organisation, décrire la conduite à tenir face à une alerte de réactovigilance et enfin identifier quand réaliser une étude d'impact et comment la mettre en œuvre. Commençons donc par la réactovigilance. La réactovigilance, comme son nom l'indique, c'est la surveillance des réactifs de laboratoire. Alors au sens un petit peu plus large, c'est la surveillance des incidents et des risques d'incidents pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ça prend en compte toute cette catégorie de produits, à la fois les réactifs, les automates, mais également les dispositifs d'autodiagnostic, comme les tests de grossesse urinaire que les patients peuvent réaliser chez eux, et les récipients pour échantillons, c'est-à-dire les tubes, les pots, mais également les seringues et les dispositifs de prélèvement. Comment la réactovigilance en fait est organisée? On va avoir tout d'abord des autorités publiques. En France, par exemple, c'est l'Agence nationale de santé et du médicament, qui va recueillir toutes les informations concernant ces dispositifs émanant des laboratoires et des laboratoires fournisseurs. Ils vont analyser tous les incidents et toutes les informations qui ont pu leur parvenir et ensuite ils vont émettre des alertes ou des avis. Le laboratoire qui utilise ces produits, lui, va recevoir ces informations, donc va voir lors d'alerte qu'un produit n'est plus satisfaisant pour son utilisation, va pouvoir aussi répondre à des enquêtes et le cas échéant, déclarer un incident. Le laboratoire fournisseur, donc celui qui fabrique ces dispositifs, va être en lien avec les deux entités, les autorités publiques et le laboratoire, pour les informer et va être obligé de suivre les décisions de l'autorité publique, notamment si l'autorité publique décide de retirer un lot du marché. Comment mettre cette réactovigilance en place au laboratoire? En fait, elle est présente à tous les points du processus analytique. Tout d'abord, lorsque vous recevez une commande, il va falloir s'assurer que les produits qui vous ont été livrés sont bien ceux que vous avez commandés et que les lots indiqués sur le bon de commande sont bien ceux des produits réellement sur place. Pourquoi? Parce que s'il y a une alerte sur l'un de ces lots, finalement, le fournisseur ne va avertir que les gens pour qui il a livré les lots concernés. Donc il faut vraiment être sûr d'avoir les lots qui sont censés être là. Ensuite, il faut également vérifier l'intégrité du contenant parce que lors du transport, parfois les réactifs sont abîmés et dans ce cas-là, il ne faudra pas les utiliser. Donc ça, c'est la première étape pour mettre en place la réactovigilance au laboratoire. Ensuite, avant toute utilisation d'un nouveau lot, dans la pratique courante, vous allez vérifier sur le site du fournisseur, mais également sur le site de l'autorité de santé, sur les sites internet, s'il n'y a pas d'alerte concernant votre lot. Et ensuite, de façon un petit peu plus passive, vous pouvez vous abonner aux newsletters, par exemple des agences et des autorités de santé. Ensuite, que se passe-t-il si vous constatez un incident ou une anomalie? Donc ces anomalies peuvent être de deux types. Tout d'abord, ça peut être des anomalies plutôt de type sécurité. Donc par exemple, pour les dispositifs de prélèvement du patient, certains dispositifs sont sécurisés, et bien là, peut-être que vous avez observé que les préleveurs se piquaient avec une plus grande fréquence avec les aiguilles parce que le petit capuchon se refermait mal, par exemple. Il y a des anomalies qui sont dites des anomalies plutôt techniques, c'est-à-dire que là, le lot va être impropre pour rendre un bon résultat analytique. Vous allez souvent le voir lorsque vous n'arrivez pas à avoir des contrôles qualité internes, donc les CIQ, qui sont conformes à ce qui est attendu et que vous êtes obligé de recalibrer constamment. Pour faire une déclaration, donc lorsque vous avez constaté une anomalie, vous la déclarez évidemment à votre fournisseur. Cela va être important pour vous faire rembourser le lot et pour demander un dédommagement et le remplacement de ces produits. Mais vous pouvez également le déclarer aux autorités sanitaires.
Donc en France, le site évidemment en langue française, c'est le site de l'ANSM, de l'Agence nationale de santé et du médicament. C'est un site qui est évidemment gratuit en français et qui va d'une part vous informer sur les alertes concernant les différents lots et sur lequel, via un formulaire, vous pouvez déclarer les incidents que vous avez constatés. Aux États-Unis, c'est la FDA et il y a également d'autres agences nationales selon les pays, mais pas forcément dans tous les pays. Alors maintenant, quelle est la conduite à tenir si vous recevez une alerte provenant par exemple d'une autorité de santé qui vous dit qu'un lot n'est plus utilisable? Alors, si le lot n'a pas encore été utilisé, c'est la solution la plus favorable. Finalement, vous ne l'utilisez pas et on en reste là. Vous demandez bien évidemment l'échange de ce lot auprès de votre fournisseur. Si le lot a été utilisé, là, tout va dépendre de l'alerte concernée. Si c'est dans un premier temps une alerte de sécurité pour les personnels qui utilisent le réactif ou l'automate, si pour l'instant vous n'avez pas constaté d'anomalie, eh bien vous avez eu de la chance, mais il faut dorénavant ne plus utiliser ce lot-là. Si c'est une alerte en termes de qualité du rendu de résultat, là c'est un petit peu plus délicat parce qu'il se trouve que vous avez peut-être rendu de mauvais résultats pour des patients. Donc si cela est possible, il vous faudra faire une étude d'impact pour voir quel a été l'impact de ce mauvais lot de réactifs sur les résultats obtenus pour les patients. Évidemment, parfois on utilise des lots sur plusieurs mois et on n'a pas gardé les échantillons des patients pendant plusieurs mois, mais c'est important d'essayer de le faire au moins sur les patients dont vous avez encore les prélèvements. À retenir donc sur cette réactovigilance, tout d'abord, quand c'est qu'on la met en place dans le laboratoire? À la réception des commandes, pour s'assurer que les lots qu'on nous a livrés sont les bons lots. Avant l'utilisation d'un nouveau lot, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'alerte concernant ce lot. Et à tout moment, c'est-à-dire que si vous êtes abonné à la newsletter de votre laboratoire fournisseur ou des autorités de santé, vous avez des informations continuelles concernant les lots. Comment on le fait? Donc ça, je vous l'ai dit juste avant, c'est s'abonner aux lettres d'information des fournisseurs et des autorités de santé et déclarer des anomalies si vous les constatez. Conduite à tenir face à une alerte, évidemment vous allez voir si le lot est toujours en usage dans votre laboratoire. Si c'est une alerte de sécurité, on va tout de suite la retirer de la circulation. Et si c'est une alerte plutôt analytique, on va essayer de vérifier l'impact de ce mauvais réactif sur les résultats que vous avez rendus. Alors venons-en maintenant à l'étude d'impact justement. Donc l'étude d'impact, ça va être la comparaison de résultats pour un même patient entre deux conditions analytiques. Le plus souvent, c'est entre avant et après une recalibration. On va dire qu'il y a un impact analytique si la différence entre les résultats obtenus pour un même patient, donc ça c'est très important pour un même patient, sont supérieurs à la variation analytique de la méthode. Bien entendu, notre méthode, pour la valider, on a estimé sa variabilité grâce notamment au coefficient de variation. Et donc si la variation observée pour un même patient est supérieure à 2,8 fois cette variation analytique qui est intrinsèque à la méthode, ça veut dire que c'est à cause de ce changement de calibration, de ce changement de condition analytique que vous avez la différence et que ce n'est pas simplement la variation de la méthode. Alors comment et surtout quand faut-il faire une étude d'impact? Le plus souvent, c'est lorsque les contrôles qualité internes de fin de série sont mauvais et vous ont obligé à recalibrer. Donc c'est-à-dire que entre le dernier contrôle qui était bon et ce dernier contrôle qualité de fin de série qui est mauvais, entre-temps, il y a eu une dérive et certains patients auront des bons résultats, d'autres auront des résultats erronés. On peut également faire cette étude d'impact après une alerte de réactovigilance, comme je vous le disais auparavant. Alors comment on va faire? Donc vous l'avez bien compris, on va mesurer la différence entre deux résultats rendus pour un même patient après recalibration. On ne va pas repasser tous les patients d'emblée, évidemment, parce que cela serait trop coûteux. On va passer à peu près 10% des patients qui ont été analysés depuis le dernier contrôle qualité qui était dans les bornes et un minimum de 10 patients. L'intérêt, c'est de choisir des patients qui couvrent toute la gamme des mesures analytiques, dans la mesure du possible, évidemment, selon le résultat que vous avez obtenu. On va redoser
toutes les valeurs pour ces patients-là, et ensuite on va calculer le coefficient de variation. Donc là, deux situations. Soit la variation est inférieure à la variation analytique, donc là les résultats sont complètement équivalents, donc il n'y a rien à faire, on n'avertit pas le prescripteur. Par contre, si là, cette fois-ci, il y a un impact analytique, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les deux dosages qui est supérieure à la variation analytique attendue. Dans ce cas-là, il va falloir redoser tous les patients qui ont été passés depuis le dernier contrôle qualité qui était dans les bornes. Et il va falloir avertir le médecin, bien entendu, si les résultats ont déjà été transmis. Là, il va y avoir un petit peu deux situations. On va surtout transmettre les résultats lorsqu'il y a un changement dans l'interprétation de ce résultat. C'est-à-dire que le résultat était normal, il devient pathologique. Là, c'est très important d'appeler le prescripteur, de lui expliquer notre difficulté analytique et de lui rendre les nouveaux résultats. Ça va être aussi important lorsque c'est un paramètre critique pour le suivi d'un traitement. Par exemple, lors d'une crise de paludisme, au diagnostic, il y a souvent une diminution du nombre de plaquettes et ça va être important pour la guérison et pour le patient de voir que ces plaquettes vont augmenter. Donc dans ce cas-là, on ne cherche pas vraiment à savoir si le résultat est pathologique ou normal, mais c'est plutôt son évolution qui va être intéressante. Donc dans ce cas-là également, il faudra avertir le prescripteur. Parfois, dans certains exemples, peut-être pour des paramètres moins sensibles comme le chlore ou le sodium, dans ce cas-là, on peut se contenter du premier point, c'est-à-dire s'il n'y a pas de changement d'interprétation, on ne va pas transmettre de nouveaux comptes rendus. En pratique, comment fait-on? Donc là, je vous montre un exemple, justement pour l'anatrémie. Donc pour un même patient, donc le patient 1, on va avoir dosé avant recalibration et ensuite après recalibration, donc résultat 1 et résultat 2. Vous voyez bien qu'il y a une petite différence. Et on va calculer le coefficient de variation. Ce coefficient de variation se calcule en faisant la différence entre les deux valeurs que l'on va diviser par la moyenne des deux valeurs. Donc ici, la différence des deux valeurs, c'est 5 et la moyenne entre les deux, c'est 27,5. On va multiplier ça par 100 pour avoir un coefficient de variation en pourcentage. À la fin, on va faire la moyenne de tous les coefficients de variation qui ont été observés. Donc là, je vous ai mis que 3 patients, mais évidemment, il faut le faire sur au moins une dizaine. La moyenne de tous ces coefficients de variation est de 2,5%. On continue notre exemple. On dit que pour l'anatrémie, on a un coefficient de variation de la méthode qui a été calculé lors de la validation de méthode qui est de 1,5%. Donc, le coefficient de variation fois 2,8, qui est notre limite, est de 4,2%. Donc 4,2%, c'est supérieur à la variation de 2,5% que l'on a observée. Donc dans notre cas, il n'y a pas de variation observée, donc la recalibration n'a pas engendré une différence significative entre les deux résultats. Si inversement, nous avions eu une moyenne de coefficient de variation qui est supérieure à 4,2%, on aurait été dans ce cas-ci avec une variation analytique importante. Pour résumer, donc l'étude d'impact, elle doit être réalisée le plus souvent après les contrôles qualité de fin de série qui sont hors borne et qui ont nécessité une recalibration, ou alors après une alerte de réactovigilance. Comment fait-on? On dose au moins 10% des patients qui ont été passés depuis le dernier contrôle qualité dans les bornes, avec un minimum de 10 patients. Et on fait une comparaison de résultats pour chacun des patients. On va dire qu'il y a un impact si le coefficient de variation observé entre les deux dosages est en moyenne supérieur à 2,8 fois le coefficient de variation de la méthode. Quelle est la conduite à tenir? Donc, si un impact est constaté, il va falloir refaire tous les dosages des patients depuis le dernier contrôle qualité dans les bornes et ensuite avertir les prescripteurs s'il y a un impact biologique et leur transmettre le nouveau compte-rendu. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la réactovigilance et l'étude d'impact.